Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Dans ce second épisode de Paroles d'experte, je reçois Audrey au micro de Sans Tabou. Elle nous parle de son métier, celui de doula. Mais qu'est-ce qu'une doula ? Non, ce n'est pas comme certains l'imaginent, une femme qui danse autour d'un feu avec une couronne de fleurs sur la tête en chantant une incantation. Ce métier est bien plus complexe et étendu que ce que l'on pense. Dans cet épisode spécial, Audrey nous explique en détail son métier et répond à toutes les questions que l'on peut se poser. Vous pouvez d'ailleurs aller voir son compte Instagram @AudreyPG, donc AudreyPG.sophrodoula, SOPHRODOULA, et lui poser des questions en message privé si vous le souhaitez. Je m'arrête là pour cette introduction et vous laisse écouter ma conversation avec Audrey Paul Gagneux. Bonjour Audrey, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Bonjour. Bienvenue sur le podcast, ravie de t'accueillir pour un nouveau podcast, un nouveau format en fait, où on interroge des professionnels. Tu es la deuxième personne qu'on interroge en tant que professionnelle. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup du coup de m'avoir proposé de participer à ton podcast. C'est avec grand plaisir que je vais pouvoir apporter des informations sur mon métier du coup de doula. Donc, je m'appelle Audrey Paul Gagneux. Moi, je suis sophrologue dans ma première activité de reconversion, on va dire, parce qu'avant j'étais enseignante en école primaire pendant de nombreuses années. Et puis, j'ai souhaité me reconvertir dans un premier temps en tant que sophrologue pour accompagner les enfants et les familles dans la gestion des émotions, dans la parentalité. Et puis, dans mon cursus de sophrologue, en fait, je me suis un peu spécialisée dans l'accompagnement dans la périnatalité. Donc, c'est un domaine que je connaissais déjà d'avant dans un parcours personnel de vie. À faire appel à la PMA, à la procréation, etc. Donc, c'est un milieu que je connais bien. Et du coup, dans mon activité de sophrologue, j'ai accompagné plusieurs femmes enceintes pour la préparation à l'accouchement, la gestion de la douleur, le stress, le corps qui change. Et puis, dans ce parcours-là, en fait, j'ai été amenée à rencontrer le terme de doula que je ne connaissais pas avant. Et du coup, en m'intéressant à ce qu'était réellement une doula, tout de suite, je me suis dit que j'étais déjà doula. Donc, c'était très limpide pour moi. Donc voilà, je me suis formée à être doula et donc aujourd'hui, mes deux activités sont donc sophrologue et doula. Oui, du coup, tu exerces deux métiers. Deux métiers. C'est riche. Mais oui, c'est génial. Moi, j'aime bien les personnes qui ont plusieurs métiers. Du coup, première question. Oui. Qu'est-ce qu'une doula ? Fameuse question, toujours difficile à définir, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses pour dire ce qu'est une doula. Déjà, c'est un terme qui existe depuis longtemps, qui vient du grec ancien, le terme doula. Et en fait, il servait à définir, à illustrer ce qu'était une femme au service d'une autre femme. En fait, on a appelé la doula la femme qui était la servante de, l'esclave de la femme. Donc, elle était là pour accompagner la femme dans les tâches du quotidien, dans le fait d'élever les enfants, d'accompagner la femme à l'époque. Et donc, c'est un terme du coup qui est resté, qu'on réutilise aujourd'hui, mais qu'en même temps, on ne connaît pas vraiment. Donc, du coup, quand on utilise le terme doula, la plupart des personnes ne savent pas réellement ce que c'est une doula. Mais c'est plus une esclave, on est d'accord. C'est ça, c'est plus une esclave. On est bien d'accord. On va retenir plutôt l'idée d'être au service d'eux. Voilà, donc dans un métier qui est vraiment dans une relation d'aide. Et une doula aujourd'hui, en fait, ça va être une femme qui va se mettre au service. En fait, elle va aider une autre femme, mais pas que. Aussi le conjoint, la famille au sens un peu plus large. Du coup, dans des étapes de vie qui vont être importantes. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la doula
tout au centre de la périnatalité, hein, tout ce qui va concerner du coup l'enfantement. Mais en fait, une doula n'est pas doula que pour cette période-là. Ça dépend vraiment de chacune. Chaque doula a un peu ses spécificités, en fait, une tranche de vie qui l'intéresse plus que d'autres. Mais il y a des doulas qui accompagnent des jeunes filles dans l'adolescence, dans la première règle, la connexion voilà, au cycle, au corps qui change. Et puis, on a des doulas qui accompagnent des femmes qui vont être dans le cycle de la ménopause, le changement du corps, et on a même des Tana doulas qui accompagnent au deuil, en fait, à la fin de vie. Donc doula, en fait, c'est quelque chose qui va être un panel un peu plus large. Mais c'est vrai que le terme dont on entend le plus, c'est la doula qui va accompagner la femme, le couple en préconception, quand c'est un désir d'enfant, qui va l'accompagner pendant la grossesse et aussi dans le postpartum. Et en fait, la doula, à la base, ce qu'elle est vraiment surtout, c'est qu'elle est en fait une oreille. En fait, le rôle de la doula premier, c'est d'être dans l'écoute. Dans une écoute active, bienveillante, c'est d'offrir à la femme, au couple, un espace, en fait, un peu une parenthèse où il n'y a pas cette interaction avec l'entourage familial, amical, où c'est un espace qui vraiment va être neutre. L'idée, c'est d'être dans un espace où on peut tout déposer dans ses émotions, dans ses pensées, sans penser que il y a des questions qui sont bêtes, qui sont pas fondées. Voilà, on va vraiment ouvrir cet espace de parole, accueillir la parole des personnes que l'on accompagne. On va pouvoir reformuler, répondre à des questions qui se posent, qu'ils n'oseraient pas poser à leur médecin en ayant peur d'être jugés. Donc, on va en fait un peu orienter, leur apporter des informations que l'on a. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de soutenir. Donc ça, c'est un peu le rôle premier. Et à côté de ça, il y a plusieurs choses qui s'ajoutent dans les outils d'une doula. Parce qu'une doula, elle peut proposer plusieurs outils, mais ça, je pourrais peut-être en parler après dans les autres questions. Mais vraiment, la doula, c'est ça. C'est une femme qui est présente, qui accompagne dans des étapes de vie importantes, qui rentre vraiment dans l'intimité du couple. Elle se déplace à domicile. Il y a tout vraiment un lien qui se crée. Et du coup, le couple, en fait, la femme prend confiance en elle. On permet, en fait, de révéler les ressources qu'on a déjà en nous. L'idée, c'est de venir permettre au couple, à la femme, de révéler ces ressources-là. Ok. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est forcément une femme ? Alors, la plupart des doulas sont doulas. Mais on utilise aussi le terme doulo. C'est quelque chose qui peut être étrange. Mais alors, moi, je n'en connais pas personnellement de doulo, mais je sais que ça existe. Que c'est un terme qu'on utilise, en fait. D'accord. Mais la plupart du temps, c'est vraiment des doulas qu'on rencontre. Mais finalement, pour moi, c'est une façon d'être, c'est quelque chose qu'on incarne, et un homme peut être tout à fait doulo, en fait, parce qu'il aura toute sa place pour accompagner l'homme, les hommes. Oui, du coup, il accompagne les hommes, pas les femmes, on est d'accord. Il pourrait accompagner les femmes, puisque nous, en tant que doula, on accompagne aussi les hommes. On permet aux hommes de trouver une place, en fait, dans cette grossesse, dans cette parentalité. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, à partir du moment où on accompagne dans l'espace du cœur, finalement... les hommes pourraient être doulos aussi. Je sais que ce terme existe. Ok. Tu vois, j'ai pensé tout à l'heure en regardant mes questions, et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a que des femmes, tiens ? Majoritairement, oui. Et du coup, tu as un peu répondu à la question, mais depuis quand es-tu doula ? Et pourquoi es-tu devenue... Mais bon, tu as un peu répondu à la question tout à l'heure. Oui, j'ai un peu répondu. Mais c'est ok pour... si tu veux développer un peu. C'est ok de repréciser, c'est... entre guillemets, mon défaut, c'est que j'ai tendance à développer. Donc, du coup, je peux répondre à des questions que tu as déjà, que tu avais envisagées par la suite. En fait, mon activité de sophrologue de reconversion, c'était ma première activité. Donc, finalement, mon activité en utilisant vraiment le terme doula et en rentrant vraiment au domicile des personnes que j'accompagne, c'est une activité qui est récente pour moi. J'ai toujours du mal avec la notion de temps, mais ça fait peut-être 1 an et demi que vraiment prône et m'affiche avec ce titre-là. Mais dans ma manière déjà d'accompagner, c'est déjà ce que je faisais avant, sauf qu'il n'y avait pas ce côté de rentrer vraiment dans l'intimité. Ça veut dire que j'étais doula dans ma manière d'être, déjà dans mon accompagnement, déjà en tant qu'enseignante auprès des enfants, des familles que j'ai accueillies pendant des rendez-vous, des entretiens. C'est comme une posture. Et après, en effet, dans mon activité de sophrologue, j'avais déjà cette manière d'écouter, en fait, cet espace de non-jugement, d'accueil, de développer les ressources, de permettre à la personne de développer ses ressources. Donc voilà, donc cette activité, je la fais vraiment depuis 1 an et demi à peu près.
Et c'était important pour moi de pouvoir aller au-delà de mon exercice en cabinet. C'est pour ça que, pour répondre au pourquoi, c'est vraiment pour ça que je me suis formée, que j'ai été rencontrer un peu plus profondément ce que c'est l'essence de ce métier. Et c'était important pour moi d'être coachée. En fait, moi, j'ai suivi vraiment une formation de coaching de doula pour vraiment trouver ma juste place, parce que quand je suis sophrologue, je suis sophrologue, quand je suis doula, mais je peux allier les deux. Ça veut dire que dans ma pratique de doula, je vais utiliser des outils de sophrologie. Et donc, pour moi, c'était vraiment important d'élargir, en fait, mon accompagnement et ne pas recevoir que les femmes au cabinet juste pour travailler sur des respirations, la gestion des contractions et de la douleur, mais en effet de pouvoir avoir un panel plus large, donc de leur apporter d'autres outils auxquels je me suis aussi formée pendant plusieurs mois. Finalement, c'était un peu pour compléter la sophrologie, quoi. C'était pour compléter mon accompagnement auprès des femmes et des familles. C'était important pour moi d'approfondir ma pratique. Ok. Est-ce que tu peux me préciser quelles sont les attributions d'une doula ? Et en plus là, ça va être très large du coup, parce que tu m'as dit... Enfin moi, je croyais que c'était que pour la grossesse et l'après-grossesse et tout, voire un peu avant aussi la grossesse. Et dans quel contexte fait-on appel à une doula ? Après, je peux tout à fait rester en effet sur tout ce plan de la périnatalité, puisque c'est ça qu'on entend le plus. Oui, c'est ça qu'on entend le plus, oui. Donc c'est important pour moi en tous les cas de pouvoir donner des informations sur ce sujet, parce que c'est important de pouvoir entendre que c'est à différents moments de la vie, mais que principalement c'est au moment de la conception. En fait, les attributions de la doula, elles sont un peu larges, mais c'est très important de dire et de nommer ce qu'on fait toujours toutes dans notre pratique, c'est que l'accompagnement d'une doula, c'est un accompagnement qui est non médicalisé. Nous ne sommes pas des médecins. On n'accompagne jamais une femme, un couple, sans que ce couple-là soit suivi par le corps médical. Donc, ce soit un gynécologue, le médecin, une sage-femme. On intervient en fait en plus. L'idée, c'est d'apporter en plus des outils au couple, un accompagnement, un espace pour se déposer. Pour nous, c'est très important. On a vraiment une charte, un code déontologique. On doit respecter cela. Et on refuse d'accompagner des personnes s'ils ne sont pas eux-mêmes accompagnés par le corps médical. Et du coup, on peut faire appel à une doula pour différentes raisons, parce qu'on a différents outils. Donc, il y a tout simplement cet espace d'écoute si la personne a besoin d'être accompagnée dans son projet. Donc, par exemple, une femme, un couple qui décide de vouloir fonder une famille, de faire un enfant, qui a un peu peur, qui se pose des questions, ça tarde un petit peu. Il y a cet espace où en parler à la famille, en parler aux amis, on ne se sent pas forcément accueilli, on est peut-être un peu pudique dans les émotions, est-ce qu'on doit partager cette crainte, cette attente, les pleurs, ou les fausses couches, les tests de grossesse négatifs. Bon, c'est tout un pan en fait de la conception qui est un peu tabou, quoi. Où on n'ose pas dans nos sociétés dire on en essaie bébé, et puis finalement ça tarde, on se pose des questions et on n'a pas envie d'entendre mais c'est parce que tu penses trop, ça va, faut attendre, t'es trop stressé, faut faire ceci, faut faire cela. Et en fait les personnes qui vivent ça, elles n'ont pas envie d'entendre ça, elles n'ont pas envie d'être jugées, de se sentir en tous les cas jugées, ou de ne pas se sentir accueillies. Et donc nous, l'idée de notre rôle de doula, c'est de venir accueillir en fait ce que la femme dépose, que le couple dépose, justement nous en étant neutres. On n'est pas dans du jugement, on accueille les émotions qui sont déposées. On offre cet espace pour que le couple soit entendu, en fait, se sente entendu, se sente considéré dans ce qu'ils vivent. Donc ça vient du coup dans la préconception, avec aussi des outils, des conseils sur la gestion du stress. Si on peut, en fonction des doulas, si on a des outils de relaxation, de méditation, de respiration. Donc ça peut être des choses qu'on peut offrir. Du massage. On a tout en fait des outils à notre portée. Et puis après, du coup pendant la grossesse, ça va être accompagner la femme. À chaque étape, tout au long de la grossesse, quand elle le juge nécessaire, parce qu'il y a des femmes qui prennent une doula très vite en fait au tout début, et puis des femmes qui vont contacter une doula quand elles en sont qu'à 5 ou 6 mois de grossesse. Donc ça dépend vraiment du besoin en fait de la femme. Donc là, c'est d'accompagner au niveau des étapes, offrir cet espace de parole, que la femme puisse partager comment elle vit sa grossesse,
Est-ce qu'elle a des douleurs, des difficultés d'endormissement? Est-ce qu'elle est un peu stressée? Est-ce qu'elle arrive à rentrer en lien avec son bébé? Comment se sont passés ses rendez-vous avec la sage-femme, le gynéco, le lien dans la famille, la relation aux frères et sœurs qui attendent le petit sœur. Il y a plusieurs champs en fait qui peuvent permettre de trouver cet espace en fait d'échange et de parole. Et puis j'ai envie de dire, surtout, je pense que c'est important dans notre société d'être accompagné au niveau du postpartum. Et en fait, les femmes sont préparées à beaucoup de choses, mais pas au postpartum. Ouais. Donc l'idée, c'est d'éviter, en effet, du coup, le baby blues, de rentrer en dépression du postpartum. Et là, la doula, elle a toute sa place parce que la femme, une fois qu'elle a enfanté, elle était souvent entourée en fait pendant sa grossesse, mais une fois que le bébé est arrivé, souvent elle se retrouve bien seule. Parce que de nos jours, on ne vit pas forcément à côté de la famille, se retrouver seule à la maison avec son nouveau-né. Il y a des peurs, il y a des craintes, pas de temps pour soi, comment gérer le quotidien, les repas, la lessive, c'est compliqué. Et donc la femme, souvent, elle se sent seule. Le mari, souvent, a repris le travail. Et donc la doula, là, elle a toute sa place de venir dans, du coup, l'espace de la maman, de venir à domicile, d'offrir ce temps d'échange, de parole, de pouvoir surveiller le bébé pendant que la maman va prendre une douche. Nos attributions, ça va être aussi tout simplement pouvoir faire la vaisselle si c'est nécessaire, plier le linge, lancer une machine, parce que à ce moment-là, la maman, elle en peut plus, elle est débordée. On peut aussi ramener des repas. En fait, on peut ramener des repas qu'elle pourra manger le soir même, le lendemain, voire congeler. Oui, c'est génial. Donc l'idée vraiment, c'est de venir soutenir. C'est un soutien dans ces étapes-là. Donc voilà, en fait, le champ est assez large et l'idée, vraiment, c'est de coller au plus proche des besoins de la mère, du couple, dans les étapes qu'ils sont en train de vivre, tout simplement. Ah, super, parce que du coup, c'est un melting pot entre psychologue, aide à domicile, meilleure amie, je ne sais pas, c'est vraiment... Ouais, c'est génial. En fait, l'idée, en effet, c'est de pouvoir accompagner au mieux. Après, pour nous, c'est important de rester dans une posture, comme je disais au début, vraiment qui est non médicale. On ne va pas du tout venir ausculter la mère, on ne va pas du tout venir faire de soins au bébé, on ne va pas poser de diagnostic. On est capable, par contre, d'orienter, de suggérer, de dire tu me racontes ça, est-ce que tu as pensé peut-être à aller voir tel médecin, tel spécialiste? L'idée, c'est plutôt d'ouvrir le champ des possibles, de permettre à la famille de se questionner. Mais à aucun moment, on va nous venir, même d'un point de vue psychologique, on va accueillir les émotions, on accueille la parole. Mais en aucun cas, on va pouvoir poser un diagnostic psychologique non plus. C'est vraiment important de rester dans notre cadre et à notre place. Après, il y a des doulas qui sont psychologues, mais... Quand je disais psychologue, évidemment, la doula ne prend pas la place du psychologue, mais il y a un côté psychologique. C'est pour ça que je disais bien ça. sûr. Oui, dans l'accueil, de la parole, des émotions. Oui, il y a tout à fait cette sphère-là. Alors du coup, j'avais une autre question, c'est quelle est la différence entre doula et sage-femme? Parce que du coup, il y en a beaucoup qui se la posent, cette question, je pense. C'est normal, bien sûr. Tout le monde se pose cette question. J'ai envie de dire que c'est une question qui est un peu incontournable. Et je pense que j'ai répondu en partie, mais c'est important de vraiment sentir que la sage-femme, elle va accompagner d'une manière médicale la femme. Elle va venir l'ausculter, faire tout ce qu'il faut dans sa consultation, accompagner la femme dans la préparation, ausculter le bébé quand il est né. C'est son rôle d'accompagner la femme et de venir apporter tous ses soins. La doula, elle n'a pas du tout ce côté-là médical. La sage-femme, elle a aussi un temps de travail où elle va venir voir la femme. Soit la femme se déplace au cabinet de la sage-femme, soit la sage-femme fait des consultations à domicile. Et elle va... Alors, je ne vais pas me prononcer parce que je ne connais pas exactement précisément le temps de travail d'une sage-femme. Je ne sais pas exactement comment elle exerce. En tous les cas, l'idée, c'est qu'elle va venir faire sa visite où elle va recevoir pendant le temps d'une consultation. La sage-femme, ça ne va pas être son rôle. Elle n'a pas le temps, puis c'est pas dans ses attributions, de venir étendre le linge, faire à manger ou venir masser, par exemple, la maman. Donc nous, notre rôle de doula, c'est de venir sur ce plan-là. On ne remplace pas une sage-femme, ce n'est pas du tout notre rôle. On vient vraiment en complément, en appui supplémentaire. La doula
ce que j'ai pas mentionné, c'est que entre chaque visite qu'elle a avec la famille, avec la femme, ça dépend des doulas, mais la majorité quand même, on fonctionne comme ça, c'est qu'on permet en fait à la femme d'être en lien avec nous entre deux rencontres. Imaginons qu'on la rencontre en fonction de son besoin une fois par mois, imaginons. Dans le mois où on ne se voit pas, elle est en lien avec nous, on va communiquer via WhatsApp ou autre support. Elle peut nous envoyer des messages vocaux, des SMS, et on va venir répondre à un besoin immédiat. Parce que l'idée, c'est ça, qu'elle n'a pas envie d'attendre une consultation. Là, elle a juste besoin de venir déposer, ou elle a des inquiétudes, et donc le fait de pouvoir le formuler, elle se sent accueillie dans ce moment-là, et elle va pouvoir après patienter. Par exemple, si elle a un rendez-vous après avec sa sage-femme ou son gynécologue 15 jours ou 3 semaines plus tard. Mais sur le moment, en tous les cas, ça lui permet de pouvoir déposer ce qui la perturbe, ou au contraire, quelque chose de très agréable et joyeux. Mais ce lien, en effet, là, ça va rejoindre un peu, comme tu disais, un peu le rôle de l'amie. On va vraiment être présente sur un temps plus concis que des consultations qui vont avoir lieu, ou des rendez-vous, parce que nous, c'est pas des consultations, des rencontres qui vont avoir lieu, une fois par mois ou tous les 15 jours. Donc en fait, la différence, c'est surtout ça. C'est qu'on a un champ d'action, à mon sens, qui est un peu plus large, mais c'est normal, parce qu'on n'est pas dans du médical. Donc on va pouvoir, en effet, masser la maman, la bercer avec des tissus qu'on appelle des rebosos si on est formé à ça. On va lui offrir cet espace d'écoute autour d'un thé. On va pouvoir prendre un temps avec elle pour préparer, par exemple, ses menus pour le postpartum. Donc, lui expliquer quels sont les aliments qui vont être les meilleurs pour pouvoir avoir l'énergie, les ressources nécessaires dans son postpartum, parce que le corps doit récupérer. En plus, si elle est à l'aide, il y a aussi un besoin spécifique. On peut avoir un temps avec elle, où on va organiser 3-4 heures de cuisine. On peut aussi convier des amis, on va cuisiner avec elle, on va pouvoir mettre tous ses plats en barquette, venir congeler. Voilà, c'est vraiment un accompagnement plus large, une sorte de préparation. Oh, c'est génial, moi j'aime bien. Et à quoi ressemble une formation pour être doula ? Ça, c'est ce que je mentionnais. L'idée, c'est qu'en fait, il faut se dire que le métier de doula, c'est une question que tu pourrais avoir par la suite. C'est qu'en fait, c'est un métier qui est pas encadré, comme beaucoup de métiers en France. On a beaucoup de retard sur beaucoup de choses en France. C'est un pays formidable, mais en même temps, sur beaucoup de choses, on a du mal à avancer. Donc, c'est un métier en fait qui est pas reconnu par l'État, et qui fait que du coup, il n'y a pas de diplôme réel en fait de reconnu au niveau de l'État pour être doula. Par contre, en effet, il y a des formations avec des écoles différentes. Alors la première, c'était les doulas de France, mais du coup, il y a d'autres écoles en fait qui se sont développées depuis, comme Envol et Matrescence, comme le Centre Galantis. Mais il n'y a pas que, il y a des doulas en France qui exercent en France et qui ont été formés dans des formations suisses ou au Québec. L'école Quantique Doula, en fait, il y en a plusieurs. C'est des formations qui sont plus ou moins longues, ça dépend des écoles. Ça peut être un tour de 12 mois, 9 mois pour certaines, 18 mois pour d'autres. Donc, ça dépend vraiment des écoles. Et pendant, du coup, cette formation-là, l'apprenti doula va venir aborder différents thèmes, différents sujets. Donc l'idée, surtout en premier lieu, dans toutes les formations, on va venir travailler sur notre positionnement et notre posture. Donc là, on est vraiment sur la posture et les valeurs d'une doula, c'est le code éthique, le respect, de fondamentaux pour exercer. Donc on commence toujours par ça. Et puis après, on va avoir des modules, comme la communication, la relation d'aide, des connaissances autour de la phase de conception, préconception, des informations sur la période du développement du bébé, les mois de grossesse. Il y a des doulas, ce qui est mon cas par exemple, qui sont spécialisées en étant doula de la fertilité. Okay. Donc par exemple, ce qu'on appelle des fertility doulas. Donc là, elles vont être vraiment spécialisées dans l'accompagnement des couples infertiles qui vont passer par la PMA, voire par le parcours d'adoption, parce qu'on peut aussi avoir demandé, être accompagné par une doula aussi quand on est en parcours d'adoption. Donc du coup, nous, on va être un peu formés à tous ces modules-là, ce champ-là. On va être formés au postpartum, donc à la naissance, bien entendu, à l'accouchement, au deuil périnatal, à la parentalité, un peu des modules sur le développement de l'enfant, les besoins, des conseils pour les parents, comment ils se situent à chaque étape du développement de l'enfant.
Il peut y avoir aussi des sujets comme aborder la sexualité dans le couple, pendant la grossesse, dans le postpartum. Donc en fait, on a différents modules comme ça. Et après, il y a une part qui va être plus pour nous un peu entrepreneuse. Donc ça veut dire on a des modules aussi pour pouvoir tout simplement développer notre activité. Quel statut prendre, du coup tout ce qui va être comptabilité, un peu gérer comment nous on va pouvoir mettre en place notre visibilité, notre site internet. On est accompagné aussi dans toute cette partie-là d'entrepreneuse. Donc ça dépend des formations qui ont ce module-là, d'autres qui ne l'ont pas. Et pour te répondre aussi encore un peu plus précisément, l'idée c'est qu'en fait il y a des formations longues comme ça, mais ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'une doula peut aussi choisir de faire plusieurs modules de formation. Elle va pouvoir venir décider de se former au massage, de se former aux soins rebozo, de se former à l'hypnonatal, de se former à la sophrologie. Elle va pouvoir agrémenter comme ça sa valise de doula avec différents modules. Moi, ce qui me semble important, c'est quand même d'avoir le cadre de base, un cadre, une posture et des valeurs, une éthique. Et puis après, après être doula, c'est aussi être tout simplement soi, en fait, dans une relation d'aide, d'accueil, de non-jugement. Donc la formation, elle n'est pas obligatoire, même si elle est fortement recommandée. C'est pas quelque chose qui va être obligatoire. Et donc, on peut devenir doula sans cette formation, par exemple? On peut devenir doula sans avoir une formation longue, en fait, je pourrais dire. Okay. Après, être doula, juste se dire doula sans avoir rien fait, ça me semble léger, on est bien d'accord, sinon on ne peut pas se promener doula. C'est comme dire, on va se promener psy sans avoir rien fait, aucune thérapie, aucune étude, c'est un peu compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs champs, il n'y a pas une formation obligatoire. Okay. On ne va pas dire, par exemple, on est obligé de suivre la formation de telle école qui va durer, par exemple, 18 mois, et si on ne passe pas par cette école-là, on ne peut pas exercer, tu vois. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs types de formations avec un délai plus ou moins long. Finalement, à la fin, on nous délivre une sorte de certificat de suivi, mais ce n'est pas un diplôme qui va être reconnu par l'État. Mais voilà, de toute façon, toutes les doulas, de fait, vont choisir un cursus de formation qui lui est propre, peut-être une formation plus ou moins longue, mais de toute façon, elle va venir se former avec des outils réels pour accompagner les familles. Oui, parce qu'il y a différentes spécificités, du coup. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a des doulas qui ne vont pas du tout être intéressées par exemple, par un type d'accompagnement. Ça veut dire qu'une doula, elle a le droit, en fait, de dire je ne souhaite pas accompagner cette famille-là, parce que ça ne rentre pas dans mon champ d'attribution, parce que ce n'est pas dans mes valeurs. Elle va aussi, une doula, c'est très important qu'elle puisse elle-même se connaître et pouvoir oser dire non à un accompagnement si ça va être trop bousculant pour elle. Ça, c'est important de pouvoir en parler en effet dans les formations, parce qu'on a nous aussi le droit, même pas un droit, j'ai envie de dire que c'est même un devoir, de nous respecter nous-mêmes dans nos propres limites, justement pour pas qu'il y ait un impact sur l'accompagnement de la famille. Il y a des doulas, par exemple, qui peut-être ne sont pas du tout en accord avec le fait de ne pas accompagner des familles qui ne choisissent pas, un enfantement sans péridurale, par exemple, ou qui décident peut-être de faire appel, à une césarienne programmée, et la femme, elle est vraiment au clair et déterminée à faire ça, même s'il n'y a pas d'indication médicale, par exemple. Et certaines doulas, c'est pas dans leur valeur, c'est pas le type d'accompagnement qu'elles souhaitent faire. Ouais. Et ça se respecte, en fait. L'idée, c'est que chacun puisse accompagner par rapport à ce qu'il a envie de porter, en fait, comme accompagnement, comme valeur, pour être le plus aligné possible dans sa pratique. Mais ça rejoint ce que tu me disais en off. Il y a autant de doulas que de femmes, qui correspondent. Oui, c'est ça. Je sais plus c'était quoi la phrase. Oui, c'est ça. Il y a autant... En fait, l'idée, c'est qu'à chaque femme sa doula. C'est une phrase qu'on utilise beaucoup. C'est qu'en fait, à chaque femme sa doula, et quand une personne va faire appel à une doula, c'est d'ailleurs même important de pouvoir se mettre en lien avec 2-3 doulas, de faire un premier échange, parce que les premiers échanges sont toujours gratuits de toute façon, la plupart du temps c'est ce qu'on fait, et de choisir après la doula avec qui on sent en phase, en fait, tout simplement. Donc on dit vraiment à chaque femme sa doula. Et est-ce que tu penses que c'est une vocation ? Enfin, c'est vraiment... c'est pas un métier qu'on peut prendre comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, mais qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est les deux. Ça veut dire qu'il y a des doulas, quand tu les écoutes, vraiment, elles te disent, en fait, j'ai toujours été doula. Au fond de moi, de mon âme, de mon être, depuis que je suis jeune, je crois que j'ai toujours été doula. Moi, c'est mon cas.
Pour moi, avant de connaître ce terme-là, quand je vois ce qu'est une doula, ce qu'il a défini, je me dis que c'est déjà ce que je suis. Donc pour moi, je peux dire aujourd'hui que c'est une vocation. Parce que j'ai déjà œuvré de cette manière-là au cours de ma vie. Je suis juste venue rajouter un titre, en fait, une appellation. Donc ça peut être une vocation. Et en même temps, il y a beaucoup de doulas qui disent que c'est en fait la maternité qui les a, elles, transformées. Mais elles ont dû passer par là pour sentir que c'était tellement bousculant qu'elles ont envie à leur tour d'être un soutien en fait pour les autres femmes. Donc tu vois, ça peut être aussi une étape de vie, une épreuve de vie, donc autour de la maternité, mais aussi autre chose. Hein. Il y a d'autres épreuves qui sont impactantes et qui disent que voilà, on a envie d'être dans une relation d'aide, d'être là pour l'autre, avoir une place dans le monde, voilà, accompagner, soutenir. Donc il y a quelque chose qui peut t'animer profondément depuis ton plus jeune âge, et puis il y a des étapes de vie qui font que ça t'amène sur tel et tel chemin. Donc sur le chemin de doula en l'occurrence. C'est beau. Du coup, comment est-ce qu'on choisit sa doula ? Parce que comme tu viens de dire, voilà, à chaque femme sa doula. Grande question. Alors, comment on choisit sa doula ? Alors déjà, il faut savoir que les doulas sont souvent répertoriées. Donc, il y a l'annuaire, je vais articuler, il y a l'annuaire des doulas de France. Il n'y a pas que celui-là, il y a aussi un annuaire qui est paru il y a maintenant peut-être 1 an. Il y a aussi l'annuaire des doulas, tout simplement, c'est son terme, qui répertorie du coup des doulas un petit peu partout en France et aussi peut-être ailleurs, parce que pour l'annuaire doula, ce n'est pas que en France, il me semble, ça doit être aussi peut-être dans les pays limitrophes, peut-être Belgique, peut-être que je me trompe là-dessus. En tout cas, il y a des annuaires de doula où on peut venir chercher par rapport à son département, par rapport à son besoin, parce qu'il y a des femmes qui vont prendre une doula parce qu'elles ont un besoin spécifique, par exemple de sophrologie, d'hypnonatal, de massage, de bain bébé renaissance, voilà. Donc en fait, en fonction aussi du besoin de la famille, on va venir chercher par rapport à ça, donc à travers les annuaires. Les doulas sont très très présentes et très visibles sur Instagram aussi. Okay. Donc ça pour nous c'est vraiment quelque chose où voilà, on a quasiment toutes des pages, un visuel, donc on peut aussi nous retrouver en tapant doula sur Instagram. Et en fait, il y a plusieurs doulas qui sont présentes sur ce moyen de communication. Après, en faisant des recherches toutes simples sur Internet, doula 75, doula 95, doula 60, voilà, on va taper son département, on va aussi avoir des doulas qui sont répertoriées comme ça. Et puis, ça marche aussi beaucoup dans le bouche à oreille. Au niveau du bouche-oreille, on parle, voilà, on a une doula, on a entendu parler d'une doula, on va la recommander. Ça fonctionne aussi beaucoup comme ça. Et entre nous aussi, quand l'accompagnement n'est pas possible pour nous, soit pas forcément à la distance, mais parfois c'est le cas par rapport aux soins qui peuvent être demandés, on va pouvoir orienter les familles vers telle ou telle doula qui est plus dans le secteur ou qui correspond plus à l'attente, parce que en fait une doula elle accompagne en présentiel, donc comme je te disais, elle vient au domicile du couple, mais elles accompagnent, plusieurs doulas accompagnent aussi en visio. Et donc là, on va être vraiment dans cet espace d'écoute, tu vois, de paroles déposées, de conseils, orientés en tous les cas. Conseil, c'est toujours un mot sur lequel je peux me permettre de mettre des guillemets. En fait, c'est d'apporter des outils plutôt à la famille. Et donc ça, c'est des accompagnements vraiment qu'on peut faire à distance. Du coup, la présence en plus ou en présentiel, ça va être souvent. Donc, c'est ce même espace, mais on va pouvoir rajouter des outils qui vont être du coup des outils physiques de présence dans le domicile, d'aide ou de soins. Et ça, c'est des choses qu'on peut pas faire à distance. Oui. Et malgré tout, même si on est dans un coin perdu de France et qu'on veut avoir une doula, on peut le faire parce qu'il y a plusieurs doulas, dont moi, mais plein d'autres doulas qui accompagnent aussi en visio, en fait, à distance. Et est-ce que la doula travaille seule ? Alors, j'entends par là. À la fois quand elle va voir la femme ou le couple, ou potentiellement, est-ce qu'il y a des réunions de doula Voilà. Alors, la doula, elle travaille plutôt seule. Ça veut dire qu'elle va venir en effet seule au domicile du couple, de la famille. Elle va pouvoir travailler parfois en binôme, quand par exemple elle va venir offrir à la femme ce qu'on appelle un soin rituel rebozo. Donc là, c'est un soin qui se fait à 2, donc c'est 2 femmes qui vont apporter un soin d'une durée à peu près de 3 heures à la femme, avec massage, temps de sudation,
resserrage du corps avec des tissus. Donc ça, forcément, la doula peut pas faire ça toute seule. Donc là, il y en a qui le font, mais il y a des techniques du coup qu'elles ne font pas. Mais dans un soin global, c'est un soin qui se donne à deux. Et puis après, oui, il y a des doulas aussi qui vont pouvoir faire des cercles de parole, des cercles de femmes. Donc là, elles vont pouvoir organiser ça et accueillir du coup plusieurs femmes. Et là, elles peuvent co-animer. Elles sont pas obligées de faire ce cercle toutes seules, elles peuvent se mettre aussi en lien. Après, oui, des réunions de doula, on en a entre nous pour faire du partage, nous soutenir, voilà, enrichir nos outils, et être des doulas les unes avec les autres aussi, parce que on est doula pour les femmes qu'on accompagne, mais aussi entre nous. Hein, on se connaît beaucoup en fait, hein, il y a tout un réseau. Mais voilà, après dans l'accompagnement, pour te répondre, oui, c'est vraiment une relation qui est entre la doula seule et la personne, la famille, le couple qu'elle accompagne. Petite question à part. Oui. Tu as parlé de cercle de femmes. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu en quelques mots, hein. Oui. En fait, un cercle de femmes, alors il y a plusieurs aussi champs, donc ça dépend ce qu'on va rechercher. En fait, en tous les cas, on va pouvoir dire que c'est un espace. Alors, il y a un thème qui va être défini. Donc là, du coup, la doula va organiser dans un lieu qu'elle connaît, qui est propice. Elle va organiser une sorte de cercle où elle va venir soit aborder un thème spécifique que les femmes auront besoin d'aborder. Donc, tout à l'heure, je parlais par exemple de la sexualité. Ça peut être par exemple le rapport à la sexualité pendant la grossesse ou durant le postpartum. Donc, c'est offrir cet espace d'échange où les femmes vont pouvoir en fait s'accueillir. Hein. C'est vraiment cette idée de cercle, être assises en cercle, les unes avec les autres. C'est un petit peu ritualisé. On est là pour s'accueillir dans la parole, dans le non-jugement, pour se soutenir. Donc c'est vraiment créer cet espace de sororité. C'est un terme que nous, on va beaucoup utiliser en termes de pouvoir créer cette notion un peu de tribu. Ça veut dire que la femme, elle a sa doula, mais elle va aussi pouvoir créer du lien avec d'autres femmes. Donc l'idée, c'est de pouvoir organiser comme ça des sortes de cercles de femmes, des cercles de parole avec des thèmes abordés ou des espaces pour se déposer. Et puis à l'issue du cercle, il peut y avoir des temps de méditation, de relaxation, pour s'apaiser, délester le trop-plein émotionnel, le stress. Voilà, donc c'est des choses qu'on organise assez souvent et qui sont vraiment appréciées du coup par les femmes qui assistent à ces cercles-là. Super. Ok, merci pour cette petite aparté. Où est-ce que travaille une doula ? Donc on a compris qu'elle venait à domicile, mais peut-être pas que. Est-ce qu'il y a des choses qui se font dehors ou je sais pas, ou dans un autre lieu ? Alors, la doula, en effet, elle vient principalement au domicile de la famille qu'elle accompagne. Elle est aussi chez elle si elle fait de l'accompagnement en visio. Donc là, ça veut dire que la femme est chez elle, la doula est chez elle. Elle peut aussi avoir un cabinet, donc ce qui est mon cas parce que j'ai une double casquette. Donc ça veut dire que la doula, dans certains soins qu'elle peut dispenser ou quand ce n'est pas facile pour la famille d'accueillir chez eux parce que c'est pas possible pour X raisons, elle va aussi avoir cet espace-là pour accueillir une salle, un cabinet. Mais principalement, quand même, le plus gros de l'accompagnement, c'est vraiment venir au domicile du couple. Après, elle peut louer une salle. Il y a des doulas qui exercent aussi dans des yourtes. Il y a plein de possibilités par rapport à ce qu'elle souhaite proposer en fait aux personnes qu'elle accompagne, tout simplement. Je vois que cette question, tu as déjà répondu. C'était est-ce reconnu par l'État ? Tu as dit que non. Oui, j'ai dit que non, du coup. C'était pas reconnu, comme beaucoup de professions, y compris la sophrologie. Parce que moi, je suis sophrologue. J'ai fait des études longues de sophrologie. J'ai un diplôme RNCP, donc c'est quand même une certification reconnue par l'État. Mais malgré tout, ce n'est pas un métier qui est encadré. C'est un peu antinomique de dire ça, mais c'est le cas. Et donc, en effet, c'est pas reconnu par l'État. C'est pas cette appellation-là qu'on peut utiliser, du coup. Mais à cause de ça, du coup, il y a encore beaucoup de personnes qui... Bon, déjà, il n'est pas très connu pour l'instant, le métier. Oui. Mais c'est vrai que encore beaucoup de personnes se méfient. Comme longtemps, l'ostéopathie. Alors que maintenant, l'ostéopathie, c'est presque normal d'y aller, quoi. Donc, c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Et en fait, dans notre société, on fonctionne un peu encore malheureusement comme ça. En disant que si c'est pas reconnu, certifié, c'est qu'il y a un peu un danger. Ouais. Alors que non, parce que comme tu dis, pour l'ostéopathie, en effet, il y a quelques années de ça, oulala, surtout pas.
Bon, maintenant, je crois que je connais quasiment personne qui n'a jamais été voir l'ostéopathe. Ouais. Donc, c'est reconnu, même dans la sophrologie, dans mon travail. Bon, voilà, il y a quelques années, la sophrologie encore, ça existe quand même depuis les années 60, mais ça fait peut-être, on va dire, une bonne dizaine d'années que ça a vraiment toute sa place, et que même des médecins, aujourd'hui, moi j'ai plein de personnes qui viennent me voir en me disant, mon médecin m'a dit de venir consulter une sophrologue, que j'avais besoin. Et pourtant, un métier qui n'est pas remboursé aujourd'hui par la sécurité sociale, alors que les médecins eux-mêmes recommandent. Donc c'est un peu, on est un petit peu, pour moi, un peu en retard, décalé sur des choses comme ça, qui sont des accompagnements bénéfiques, parce que avoir une doula, mais ça peut éviter beaucoup de complications pendant la grossesse, l'accouchement, le postpartum, éviter aux femmes de tomber en dépression, éviter d'avoir recours à une césarienne parce que la femme est trop stressée, qu'elle n'arrive pas à se détendre, que le bébé descend mal. Voilà, l'idée c'est que nous, on vient aussi avec nos outils. L'idée c'est que la femme, elle se sente en confiance. Et plus la femme va être en confiance dans sa capacité d'enfanter, moins il y aura de risque de complications. L'idée, c'est ça. Et nous, c'est ce qu'on vient apporter, en fait, aux femmes qu'on accompagne. C'est de ressentir qu'elles ont toutes les ressources en elles, qu'elles ont ce pouvoir-là et qu'elles ont aussi des droits. Et ça, c'est très important. Mais ça, je pense que c'est une autre question plus tard et ce sera important pour moi de préciser ça. Oui. Alors, j'ai une question un peu, bizarre. Mais je tenais à la poser pour vraiment... que certaines personnes comprennent un peu mieux. Faut-il se méfier du corps médical parce que, ou plutôt allier les deux? Donc tu as un peu répondu à la question, hein, bien sûr, mais j'aimerais qu'on précise vraiment parce que du coup c'est considéré comme une médecine douce, comme la sophrologie, l'ostéopathie, etc. Et donc allier médecine douce et médecine, on va dire, classique. Je sais qu'il y en a beaucoup maintenant qui se méfient de la médecine classique. C'est en train de s'inverser un peu. Bon, après, il y a des gros problèmes de violence gynécologique, par exemple. Hein ? Oui, tout à fait. Donc, quel est ton avis là-dessus ? Une grande question. J'estime vraiment que on peut pas mettre à l'écart complètement la médecine traditionnelle parce que on en a besoin. Et que dans des cas extrêmes, on est bien content de pouvoir avoir affaire au corps médical, d'avoir un traitement, d'être suivi, accompagné à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est aussi important de faire un petit peu redescendre le savoir médical absolu. Parce que je pense que les médecins sont compétents, mais qu'en même temps, en tant que femme, on connaît bien notre corps aussi. Et que on a aussi besoin de renouer à ça, à du naturel, à notre corps, et pas se faire infantiliser dans plusieurs étapes. Et moi, je trouve que c'est ce que je reproche au corps médical. Donc, pas à tous les médecins, bien entendu. C'est comme dans tout corps de métier. Il y a des personnes qui sont plus ou moins bien posées et plus ou moins bienveillantes. Mais des parcours comme ça de femmes qui racontent leurs histoires, de choses que j'ai vécues moi aussi personnellement, donc je peux avoir vraiment du recul là-dessus. Bon voilà, à un moment, on n'est pas des enfants, on est des adultes, c'est notre corps. Je pense qu'on a le droit d'avoir le dernier mot finalement sur notre corps à partir du moment où notre santé n'est pas en danger. Et c'est pour ça que je me permets de moduler ça. C'est sûr que quand il y a un pronostic vital qui est engagé, oui, bien entendu, il y a une intervention qui est nécessaire. Mais quand ce n'est pas le cas et qu'il y a un choix, moi je pense qu'il faut prendre un peu de recul et de pas prendre pour argent comptant sans avoir un peu analysé ce que nous dit le médecin. En fait, il nous donne une information, le gynécologue nous donne une information, on l'écoute, on l'intègre, on peut toujours pousser un peu plus le questionnement, oser formuler d'autres questions, oser faire des recherches pour essayer d'y voir un peu plus clair. Mais c'est important pour moi de revenir à des choses qui sont un peu plus naturelles, essentielles, se faire confiance avant de se jeter sur un traitement médicamenteux, essayer en effet des alternatives qui vont être plus naturelles, plus douces, moins invasives pour le corps. Je pense qu'il y a des mécanismes médicaux qui ont été pris depuis des décennies et on en revient. En effet, tu parlais tout à l'heure de maltraitance gynécologique.
Bon, oui, les langues se délient, les femmes en parlent de plus en plus. Heureusement, du coup, les mentalités évoluent et c'est vrai qu'on voit qu'au niveau du corps médical, bon, bah, peut-être qu'on essaie de comprendre. Là, moi, j'ai même des personnes, des femmes que je suis qui me disent, bah voilà, du coup, on me fait pas un toucher vaginal à chaque fois. Bah, heureusement, c'est des choses qui étaient systématiques à chaque consultation, un toucher vaginal. Bah, c'est un acte, je suis désolée, qui est invasif. Donc, s'il n'est pas nécessaire, on n'est pas obligé d'accepter, en fait, que des fois, il y a des actes qui soient faits sur notre corps. Voilà, moi je pense que c'est pas ce qu'il faut se méfier, mais c'est plus savoir prendre du recul et en fait prendre le temps de se recentrer avant de prendre une décision. Parce que sinon on va agir en fonction de nos peurs. Mhm. Et c'est souvent ça en fait. Ah, le médecin a dit ça, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose ou qu'il y ait des complications pour mon bébé, donc j'accepte. Sauf que quand on agit sur la peur, sans avoir pris du recul, une fois que l'événement est passé, ben, on est là avec des regrets. Ah, si j'avais su, j'aurais pas dû faire ça, et finalement, je l'ai mal vécu, et il s'est passé. Donc, avant d'accepter, je pense que c'est important juste de voir si on est, nous, bien posés sur le choix qu'on fait, sur nos émotions. Est-ce que, en fait, on a le droit de prendre n'importe quelle décision, mais à partir du moment où elle n'est pas basée sur la peur. Sinon, elle est faussée. Donc, voilà, moi, je pense que c'est un équilibre. Et en tant que doula, bah, moi, mon rôle, en fait, c'est de pouvoir, en effet, expliquer qu'il y a différentes solutions, qu'il n'y en a pas qu'une. Et qu'il faut voilà, oser, même dans la salle d'accouchement, oser dire que là, non, en fait, qu'on n'a pas envie d'être sur le dos, les 4 fers en l'air, les pieds dans les étriers, que c'est inconfortable, que ça compresse le nerf sciatique, que le bébé a du mal à descendre, que là, on a froid, qu'on est stressé, que voilà, il y a plein de choses. Voilà, en fait, à la base, enfanter, c'est plutôt être en mouvement et dans des postures qui ne sont pas les postures que l'on voit dans les hôpitaux. Dans tous les hôpitaux, dans les films, à la télé, où on nous montre les mêmes images d'enfantement, les 4 fers en l'air, en hurlant. Allongé sur le dos. Et du coup, allongé sur le dos. C'est parce que c'est plus pratique pour le médecin, en fait. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est plus pratique. En bonne hauteur, il se fait pas mal au dos, c'est facile pour avoir accès. On va faire les petits points d'épisiotomie, là, on va recoudre, tout est pratique. Mais non, en fait, il y a différentes solutions qui seraient beaucoup plus confortables pour la maman. Et nous, en tous les cas, c'est vers ça qu'on les amène. Pour qu'après, elles puissent, que les familles puissent construire leur projet de naissance et de se dire que mettre un enfant au monde, c'est quand même un acte merveilleux et miraculeux, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est vraiment très précieux. Et en fait, c'est le moment du couple, quoi. Et même si on est accompagné d'un point de vue médical, on n'est pas des enfants. Et je pense que c'est important de pouvoir oser demander que le bébé soit mis sur soi tout de suite, qu'on lui enlève pas son vernix, la pellicule tout de suite, que le cordon soit peut-être clampé un petit peu plus tard. Est-ce qu'on est obligé de le faire à la seconde ou est-ce que ça peut attendre un peu plus ? Voilà, c'est un peu moduler, essayer de voir ce qui est possible par rapport à l'équipe médicale qui est présente et qui est en place, qui a aussi des contraintes. Parce que moi, je respecte énormément le métier des sages-femmes. C'est compliqué de travailler dans ces conditions-là. Je veux dire, elles manifestent, elles revendiquent leurs droits. Nous, on est vraiment, en tant que doula, dans le soutien à 100% du travail des sages-femmes. Je pense que leurs conditions de vie, de travail, sont compliquées. Mais malgré tout, il y a des femmes qui vont donner naissance qu'une fois dans leur vie. Et c'est un moment qui est précieux. Et si on pouvait cocooner la femme un peu plus, ce serait bien. Que tout soit fait pour. Et l'idée, c'est que les doulas doivent remonter cela, que les familles remontent cela, que les sages-femmes remontent cela. Voilà, de venir vraiment bien soutenir et accompagner. Et être moins dans un service à la minute où il n'y a pas assez de personnel et qu'on accouche tout à la chaîne, quoi. Ouais, ça me fait penser un peu au fast-food. C'est ça. Version accouchement. Donc voilà, ce sont mes idées, je parle en mon nom, mais c'est important pour moi, en tous les cas, de partager cela. Alors pareil, il y a une sorte de... Enfin, c'est pas un préjugé, mais du coup, c'était un peu... T'as un peu répondu, du coup, en début d'enregistrement, mais c'était... Si on désire une péridurale ou dans le cas d'un accouchement par césarienne, comment ça se passe ? Mais je suppose que du coup, ça sera en fonction de la doula. Il faut trouver la bonne qui correspond à notre envie. En fait, c'est vraiment ça dès le début. Et j'ai envie de dire que quand même, la majorité des doulas ont un champ qui est quand même assez large. L'idée, c'est de
vraiment soutenir, accompagner la femme, la famille. Après, voilà, si la doula, ça ne rentrera pas dans ses valeurs, mais c'est quand même rare de se dire, bon, voilà, je ne vous accompagne pas parce que vous voulez à tout prix une péridurale. Bon, pour moi, c'est un peu tranché, mais voilà, c'est mon avis. Pour moi, dans l'accompagnement, c'est de dire, bah, ok, vous voulez une péridurale, pour quelle raison? Mais ça, quand on questionne aussi, c'est pas en termes de jugement, mais pour bien permettre à la femme d'être au clair, en fait, avec ce qu'elle veut. Et elle peut très bien vouloir une péridurale, et au final, ne pas la prendre. Et vice-versa. Elle peut décider d'avoir un enfantement sans péridurale et à la dernière minute changer d'avis. Et c'est OK. Nous, on va vraiment venir appuyer cette parole-là, cette décision-là. Mais l'idée, c'est de sentir, bah voilà, pourquoi on fait ce choix-là, qu'est-ce qui est le plus juste, qu'est-ce qui est aligné. Et en même temps, on a à tout moment le droit de bifurquer. Donc oui, bien sûr, si on souhaite accoucher avec une péridurale, si voilà, il y a un accouchement par césarienne qui est décidé, parce que des fois c'est pas décidé, hein, c'est juste parce que voilà, il y a une urgence et puis une césarienne qui est mise en place. Mais oui, on peut aussi faire appel à une doula. C'est vrai que du coup, je souris en pensant parce que je me dis souvent, je pense qu'on imagine la doula avec, je sais pas, une couronne de fleurs sur la tête, pieds nus à courir dans les champs, dans la forêt, peut-être en tapant sur son tambour et puis en chantant. Voilà, en chantant avec la femme qui accouche comme une louve en criant Non, en fait, donc oui, peut-être pour certaines. Ça peut être sympa, hein. Ça peut être sympa. Il y a un petit côté qui est magique. Et voilà, moi, j'ai rien contre les tambours, au contraire, ou de marcher pieds nus dans la forêt, ça me va, et chanter. Et j'aime bien les couronnes de fleurs aussi. Mais disons que voilà, c'est un peu réducteur de voir ce côté parfois peut-être un peu mystique de la doula. En fait, l'idée, voilà, c'est d'être juste présente pour l'autre, dans des valeurs juste humaines, quoi. Donc, en fait, après, on a toute notre coloration. Et si la famille, elle est plus proche d'un côté, d'un aspect, elle va choisir une doula qui est plus qui vibre avec elle, en fait. Et une doula qui va être dans un autre aspect, elle va plus se faire accompagner par une autre doula. Et tout est OK. C'est pour ça qu'à chaque femme, sa doula. Ça sera la phrase de l'enregistrement. Comment et par qui est rémunérée une doula? Alors, la doula, elle est rémunérée par la famille. Il n'y a pas de prise en charge, pardon. Donc, il n'y a pas de remboursement ni sécu ni mutuelle. Donc, c'est un budget, hein, parce que du coup, il n'y a pas de remboursement. La famille rémunère directement la doula. Et quand c'est un peu compliqué, donc voilà, il y a entre guillemets des facilités de paiement, des prix un peu réduits. Il y a certaines doulas aussi qui font plusieurs accompagnements avec un prix qui est juste pour elles, et elles décident de temps en temps d'offrir un accompagnement gratuit à une famille qui peut pas du coup s'offrir l'accompagnement. Et puis aux familles, on conseille voilà, souvent de pouvoir mettre l'accompagnement d'une doula dans voilà, le cadeau de liste de naissance, d'utiliser la prime à la naissance pour pouvoir le financer. Voilà, il y a d'autres possibilités. Parce que, bon, les doudous, c'est mignon, mais avoir 18 doudous différents pour son bébé, on peut aussi se dire, bah voilà, moi j'aimerais bien aussi pouvoir être accompagnée par une doula et faire financer ça, du coup, comme cadeau de naissance. Donc, c'est des choses qui se font aussi beaucoup. Voilà, les femmes se font une sorte de petite cagnotte où elles demandent, quand elles le savent, déjà en amont, hein, sur un cadeau de Noël ou d'anniversaire, mettre un peu de côté, envisager... du coup, de se faire accompagner, mais il faut savoir que c'est à la charge de la famille. Je voulais savoir, tu conseilles combien de séances et tous les combien, mais je pense que ça dépend de la personne. Ça dépend du besoin. Ouais. Ça dépend du besoin, en fait. Déjà, ça dépend si tu fais appel à une doula dès le désir d'enfant. Parce qu'après, tu peux avoir envie et besoin de garder ta doula du désir d'enfant jusqu'à ton postpartum. Donc là, du coup, c'est un accompagnement sur plusieurs mois. Tu peux faire appel à la doula ponctuellement sur la fin de ta grossesse et pas l'avoir en postpartum. Tu n'avais pas besoin au début d'une doula ou tu n'avais pas connaissance du métier de doula et finalement tu te dis bah là le postpartum il est hard quoi. C'est trop dur, moi j'ai besoin d'être soutenue. Donc tu fais appel à une doula à ce moment-là. Donc c'est variable. Franchement ça peut aller de une séance ponctuelle même pour une pratique, un soin. Il y a aussi des femmes qui vont demander une doula par exemple formée au resserrage du bassin et elles vont avoir qu'une séance avec une doula. C'est quoi le resserrage du bassin. Alors, c'est bien, je précise du coup. Donc, c'est une pratique dont on parle de plus en plus. L'idée, c'est de venir clôturer, fermer cet espace de l'enfantement. Le bébé est venu au monde
le corps a fait son travail. Souvent, il y a des femmes qui ressentent comme une sorte de sensation, même physique, de flottement au niveau du bassin, un peu ces sensations d'ouverture. Donc, on va venir resserrer le bassin et faire comme une sorte de rituel autour de ça. C'est une nouvelle étape. La femme, le bébé est sorti, le bébé est dans les bras. La femme va passer à cette étape où elle va élever son enfant. Donc, nous, on va venir avec des tissus, l'envelopper, la bercer avec des tissus, avec des bercements, des resserrages. Et on va spécifiquement venir resserrer le bassin. Donc, on va utiliser un tissu avec un bâton de serrage. Et on va venir vraiment resserrer et refermer tout l'espace du bassin. Et on va maintenir ce resserrage pendant un certain temps jusqu'à ce que la femme sente que pour elle, c'est OK. Elle va nous demander de relâcher, de desserrer cet espace. Ça lui permet de se recentrer, de s'aligner et physiologiquement aussi de venir refermer cet espace du bassin. Chose que la femme, en fait, estime que la fermeture est assez importante. Elle nous dit stop. Elle va rester dans ce temps de serrage et après, on va venir redesserrer le bassin. Donc, c'est un peu ritualisé. L'idée, c'est qu'il y a un effet physique et aussi un effet psychologique de dire, voilà, je clôture, je referme cet espace et je rentre du coup dans une nouvelle étape de maternité. Du coup, l'accouchement est terminé et je passe du coup à autre chose. Voilà pour la fermeture du bassin. Ok, très bien. Comment les doulas sont-elles accueillies par les sages-femmes en général? Alors, c'est un vaste sujet aussi, ça veut dire bien et pas bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de doulas qui travaillent en partenariat avec des sages-femmes. Donc en effet, c'est bien parce que du coup, on travaille en complémentarité. Parce que clairement, on ne fait pas leur travail et on vient en soutien de leur travail en plus. Et il y a des sages-femmes qui connaissent, à mon sens, mal ce qu'est le travail d'une doula et pensent que du coup, on va vouloir prendre leur place ou critiquer leur pratique, ce qui n'est pas le cas. Donc je pense que ça parle un peu de malentendu ou peut-être de la part de certaines doulas qui sont peut-être mal positionnées à un moment. En fait, on entend de plus en plus parler des doulas. Et donc du coup, on a peut-être de meilleures connaissances sur notre activité. Et donc voilà, d'un point de vue général, voilà, quand on discute avec des sages-femmes, qui on est en lien, on peut les se présenter, etc. Ça se passe plutôt bien, on est plutôt bien accueillis. Et l'idée vraiment, c'est de travailler main dans la main, de pouvoir offrir un espace supplémentaire au couple en fait, à la femme, au couple. Donc il n'y a pas de rivalité dans le travail. Donc d'un point de vue général, ça se passe plutôt bien, mais il y a eu certains retours en effet où c'était parfois un petit peu plus compliqué. Oui, ça dépend. Ouais. Ça dépend des sages-femmes. Mm-hmm. Donc ça va. Si en général ça va, tant mieux. Le jour de l'accouchement, je me demandais à quel moment la doula rejoint la femme ou le couple. Alors déjà, elle peut ne jamais le rejoindre tout simplement, et ça arrive dans la majorité des cas. Tout simplement parce que accoucher à domicile en France, c'est très compliqué. Il y a certaines sages-femmes qui le pratiquent, mais c'est compliqué. Elles peuvent même risquer des amendes allant jusqu'à 20 000 € parce qu'elles ont besoin d'avoir une assurance qui coûte très 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 cher. Donc déjà, les accouchements à domicile, c'est très compliqué. Et si la femme accouche du coup à l'hôpital, dans une maternité, un plateau technique, etc., encore plus maintenant avec l'histoire du Covid, bien entendu, on ne fait pas rentrer n'importe qui à l'hôpital et de toute façon, la personne qui va être présente, ça va être le papa ou une autre personne qui accompagne la maman. Mais donc du coup, dans les hôpitaux, on n'aura pas la doula qui va venir accompagner la femme à enfanter. Donc là, nous, on vient en soutien en amont et après. Et on va pas être présente le jour de l'accouchement, hormis si c'est un accouchement qui se fait à domicile. Et là... je savais pas. Ah oui, si. J'étais persuadée que si. Ok. Non, pas du tout. Mais c'est important du coup justement de pouvoir avoir cette précision-là. Parce que du coup, s'il y a un accouchement à domicile, il est aussi important que la doula ne vienne qu'à partir du moment où la sage-femme est arrivée. Ok. Parce que justement, on n'est pas dans du médical. Donc le souci, et c'est des choses qui peuvent arriver, c'est que la femme, elle est tellement bien en confiance avec sa doula, elle est cocoonée, le travail se passe tellement bien que du coup, la dilatation peut se faire beaucoup plus vite que prévu. Et si le bébé arrive beaucoup plus vite que prévu et que la doula est la seule, c'est pas dans nos cordes en fait. Voilà, nous on n'est pas formés pour pouvoir accoucher les mamans, c'est pas notre rôle. On est en lien du coup avec la sage-femme, avec la famille, et une fois que la sage-femme est présente, on arrive soit au même moment qu'elle, mais en tout cas on n'est pas présente avant, quand c'est le cas d'un accouchement avec présence de la doula. Ok.
Parce que du coup, j'avais entendu un témoignage Oui. d'une femme qui avait accouché dans une maternité, mais c'était dans une piscine, enfin un bassin quoi, un bassin d'eau, et la doula était là. Mais peut-être que, enfin, il y avait sûrement le corps médical à côté, puisque c'est une maternité, donc, Oui. donc là, c'est possible. Soit elle était là comme personne ressource, en fait, comme personne référente. Ouais. Peut-être que Ok. elle était là à la place du papa. Peut-être qu'il y a le papa qui est venu un certain nombre d'heures et après la doula a pris la relève. Et tu vois, la doula, elle n'est pas là en même temps que l'autre personne qui accompagne. À part si la maternité est tout à fait ouverte à cela. Mais c'est encore compliqué pour les doulas de rentrer dans la sphère médicale. Ok. Moi, j'ai des collègues qui peuvent accompagner la maman à l'hôpital, mais elles ne sont pas décrites comme une doula. Voilà, elle accompagne la maman, quoi. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu joué sur les mots, mais on en est là. Il y a encore peut-être un peu de méfiance. Et puis, voilà, toutes ces dernières années là qu'on vient de vivre, de toute façon, c'est compliqué d'accompagner dans l'enceinte de l'hôpital. Mais bon, voilà, l'idée, ce serait de venir vraiment vers ça, parce que l'idée, c'est qu'il y ait un soutien supplémentaire. Donc, la doula a tout à fait sa place à ce moment-là. Mais bon, dans l'optique, nous, c'est vraiment de préparer la femme à l'enfantement, et que finalement, elle est au final pas besoin de nous, quoi. C'est ça, en Mais fait. du coup, j'ai une question par rapport à ça qui me vient. Est-ce que ce serait pas bien aussi, si c'est un couple hétérosexuel, bien sûr, de préparer, enfin, ou même homosexuel d'ailleurs, mais de préparer la deuxième personne qui accompagne aussi pour ce jour J, pour que, enfin, pour aider la femme qui accouche à soutenir, mais enfin correctement entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais au mieux. Oui, tu as tout à fait raison, et c'est notre rôle. En fait, quand on vient au domicile, on va venir soutenir la femme, mais pas que. Ça veut dire que le conjoint, que ce soit, comme tu dis, dans un couple hétérosexuel ou homosexuel, ben, en fait, il a besoin de trouver sa place. Et donc, on va pouvoir l'aider aussi à utiliser même des techniques de soutien, dans des postures pour le travail, de venir situer des points d'acupression pour soulager la douleur. Voilà, on aide, en fait, on accompagne le conjoint, la conjointe dans le fait d'accompagner voilà, sa femme à accoucher. Donc oui, on est là aussi pour aider l'autre à trouver sa place et donc de pouvoir soutenir. Est-ce que tu peux, parlons argent, nous donner peut-être un barème de prix, parce que franchement, je suppose que les doulas n'ont pas toutes les mêmes tarifs, mais peut-être aux environs, quel tarif à peu près on se situe. Alors, en effet, on n'a pas toutes le même tarif. Quand on fait une rencontre, en général, les rencontres prénatales, on va dire qu'on est aux alentours d'1h30 de rencontre. Et puis après, dans les rencontres post-natales, on est plutôt dans les 2 heures parce qu'on va pouvoir faire d'autres choses. Donc, on est un peu plus présente sur place. Donc, ça dépend. Mais c'est vrai qu'une visite prénatale, d'1h30, ça va aller de à peu près 60 € à 90 ou 100 € l'accompagnement. Donc ça dépend vraiment de chaque doula. Et puis la plupart quand même, alors soit c'est un peu à la carte à l'unité, mais quand même la plupart on a des sortes de formules, un peu de forfait, où en effet si la personne souhaite un accompagnement sur plusieurs séances, ça va être moins cher que de prendre à l'unité. Mais bon voilà, l'idée c'est quand même de tabler entre, j'ai déjà peut-être entendu 50 €, entre 50-60 € à 100 € à peu près la rencontre. Ok. C'est bien, ça donne un ordre d'idée quand même. Donc ça c'est pour la visite, et puis après pour la présence à l'accouchement, il y a des forfaits qui sont plus importants. Donc là en effet ça peut être par exemple 200, 300, 400, 500 € la présente à l'accouchement, parce que du coup la doula elle se met en astreinte en fait. Elle est d'astreinte. Si elle doit être présente à l'accouchement, ça veut dire que pendant ce laps de temps-là, elle doit être joignable à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, avec son téléphone toujours présent. Et si elle doit venir à 3h du matin accompagner la maman, il faut être disponible. Donc il y a une astreinte, il y a du coup des répercussions sur la vie familiale, peut-être pas partir en vacances à ce moment-là. Donc il y a des doulas qui vont se mettre en astreinte. Par exemple, elles vont décider de pas partir en vacances en août parce qu'elles vont avoir des accouchements, 1 ou 2 accouchements à ce moment-là. Donc voilà, c'est une organisation, et donc là le forfait, forcément le prix est un peu plus cher parce que c'est un accompagnement qui est plus large, donc on a toutes comme et ça contraignant. nos formules.
Et du coup, en répondant à cette question-là, je tenais à te repréciser, parce que du coup, ça m'a interpellé ce que tu me disais. Par exemple, il y a aussi des mamans qui peuvent faire venir la doula quand elles sont encore chez elles et qu'elles sont dans le début du travail. Et en fait, la doula, après, ne va pas venir jusqu'à l'hôpital, tu vois, les accompagner. Mais il y a aussi cette présence qui peut être là dans une première partie du travail. Ah, c'est bien ça. Ok. Donc voilà, je pensais à ça en même temps, du coup. Eh bien, j'ai fait le tour de mes questions. Voilà. Je n'en ai plus. Est-ce que toi, tu as des choses à raconter, des choses à rajouter que je n'ai pas pensé? Je pourrais faire une sorte de synthèse un peu de tout ce que j'ai dit. Donc voilà, de dire que la doula, c'est une accompagnante. Elle est dans la relation d'aide. Elle est plutôt autour de la naissance, mais pas que. Donc voilà, elle a suivi une formation plus ou moins longue. On va dire qu'elle a quand même de l'expérience et que c'est en complément d'un suivi médical. Voilà, elle offre cet espace d'écoute, de parole, d'échange. Elle vient avec ses outils. Elle vient mettre en évidence, en lumière, les ressources de la femme, du couple qu'elle accompagne. Elle est là en soutien pour la maman, le conjoint, le couple au sens large, la fratrie si c'est nécessaire, de venir aussi en appui pour les autres enfants qui attendent l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur. Donc voilà, notre mot, nous, c'est vraiment, on est dans de l'écoute, dans la transmission, c'est de l'accompagnement, du soutien. Voilà, c'est un espace vraiment neutre, bienveillant, apaisant. Sans jugement. Sans jugement, ça c'est très important. Oh oui. Et puis, voilà. Puis... Et sans tabou. Et sans tabou, tout à fait. Et puis voilà, et se dire que n'importe où on habite, on peut faire appel à une doula, voilà, qu'elle puisse venir chez nous, qu'on puisse pas se déplacer, on peut faire en visio, au téléphone, se rencontrer, voilà, c'est un espace vraiment de confidentialité, on est soumise au secret professionnel, c'est un espace vraiment qui est neutre, voilà, ça peut être à tout moment quand on a vécu une fausse couche, un avortement, une interruption médicale de grossesse, pendant les premiers mois du bébé, pour l'aide à l'allaitement, dans le désir d'enfant, voilà, tout le champ est en fait large tout autour de la périnatalité. Et puis voilà, l'idée c'est que la femme, le couple se sentent en sécurité, se sentent sereins, soutenu, et voilà, on a tout réussi quand la femme, le couple se sent riche de toutes ses ressources et se disent ah ouais, en fait j'ai vécu mon meilleur enfantement, je me sens soutenue, alignée, à ma place, accompagnée. On a tout réussi quand on a ce retour là, en fait. C'est ça qui est le plus riche pour nous. Moi je dis que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je valide. Je pense aussi, comme beaucoup de choses, ça serait nécessaire, parce que c'est vraiment du soutien, du bien-être, pour être mieux au quotidien dans chaque étape. Donc à partir du moment où c'est pour œuvrer pour ça, ça a toute sa place dans les remboursements. Hyper important, parce que histoire que tout le monde puisse se le payer, du coup. Tout à fait. Parce qu'en effet, dans une société où quand on a des difficultés financières, un petit salaire, on pourrait facilement se dire qu'avoir une doula, c'est du luxe, en fait. Et ça devrait pas l'être. Ça devrait être accessible à tout le monde. Donc même si on fait du mieux possible pour accompagner toutes les familles qui nous sollicitent, on est aussi dans une réalité du quotidien. On a aussi, c'est notre métier, donc on a besoin d'en vivre. On a aussi, comme tout le monde, des factures, des crédits, etc. Donc on peut pas œuvrer et accompagner que gratuitement. Quand c'est possible, on le fait. Quand on peut diminuer nos tarifs, on le fait. Mais voilà, ça a toute sa place et ça devrait être accessible en effet à tout le monde. Très bien. Merci beaucoup pour ton intervention et tes explications. Merci beaucoup à toi de m'avoir proposé d'intervenir pour parler de mon métier. Avec grand plaisir. J'espère avoir apporté un éclairage et donné envie aux femmes de se sentir, de se faire accompagner, d'être soutenues, en tous les cas de se dire qu'elles sont légitimes dans leurs demandes et qu'on est là, qu'on est de nombreuses femmes doulas à pouvoir les accompagner dans toutes les étapes de leur vie, tout simplement. Puis j'ai envie de dire, à chaque femme sa doula. À chaque femme sa doula, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, le second épisode Parole d'experte est terminé. J'en suis vraiment désolée.
J'espère qu'il vous a plu et qu'Audrey a pu répondre à tous vos questionnements. Si vous avez d'autres questions ou commentaires bienveillants à nous faire, n'hésitez pas à lui envoyer un message sur son compte Instagram @audreypg.sofrodoula. Cela lui fera vraiment plaisir. En tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sans-tabou-podcast.com, sur Instagram @sans-tabou- ou bien par mail à sans-tabou.podcast@gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou.